Bonjour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour Daniel Tadmuro, militant éco-socialiste et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Écologie, lutte sociale et révolution. Merci à tous les deux d'avoir accepté la proposition de l'UD de Loire-Atlantique d'enregistrer la conversation que vous allez avoir entre vous, à un moment où la CGT va lancer son plan d'action syndicale et environnementale, quelques jours avant les états généraux de l'industrie et de l'environnement. Et puis toi, Daniel, qui depuis plusieurs ouvrages maintenant, au-delà de dresser les constats et l'état de la planète, essaie de proposer des perspectives, des stratégies. Et notamment dans ton dernier livre où tu places les travailleurs et travailleuses au centre de cette stratégie. Donc évidemment que cette conversation nous intéresse, mais une vidéo qui s'inscrit un peu plus largement en Loire-Atlantique sur une réflexion un peu plus ancienne, où on est souvent sollicité par des associations, des mouvements, des partis politiques sur tel ou tel projet. Vous avez entendu parler, bien sûr, de Notre-Dame-des-Landes, mais on a eu aussi des entrepôts gigantesques contre lesquels on s'est battu, ou des méthaniseurs, là aussi gigantesques. Et il nous semblait important pour la CGT de se structurer et de porter une idéologie sur les questions écologiques du point de vue de la production, du point de vue du travail, du point de vue de la lutte des classes. C'est ça qui nous a motivés. Et puis aussi, l'autre motivation, c'était la réalité que nos camarades nous rapportaient, qu'on voyait dans les entreprises, que les salariés nous rapportaient. Je pense notamment aux salariés de l'agroalimentaire qui nous expliquaient depuis une vingtaine d'années, eh ben, ils ont vu leur production, leur qualité des biscuits, pour parler des biscuits, qui se dégradaient presque dans le même temps que leurs conditions de travail, leur salaire et la flexibilité, etc. Comme si le capital allait dans le même sens pour dégrader les productions et dégrader celles et ceux qui la mettent en place. Donc, on a voulu développer des outils qui permettent aux travailleurs et aux travailleuses de repenser leur production, de la questionner et puis de se restructurer pour faire que le slogan qu'on avait, urgence sociale et urgence écologique, dans le même temps, eh bien, ça puisse se traduire concrètement par des revendications dans nos entreprises. C'est ça un peu que je me permets de resituer pour placer un peu cette conversation. Mais si vous en êtes d'accord, on va démarrer entre vous parce que c'est votre conversation qui nous intéresse aujourd'hui. Et peut-être en commençant par toi, Daniel, qui dans chacun de tes livres commence par faire un diagnostic, un état de la planète, et puis malheureusement tu as l'actualiser à chacun de tes ouvrages parce que les choses évoluent et peut-être un peu trop vite. Est-ce que tu peux nous refaire un état des lieux de ça, de nous dire où on en est, et puis de faire le lien avec les impacts sociaux très concrets de ce dérèglement? Ok, ben d'abord, avant tout, merci pour cette invitation qui me, qui me va droit au cœur parce que, effectivement, comme tu l'as dit, Ronan, euh, je considère que le rôle du monde du travail, pas seulement du travail salarié, du travail en général, est absolument décisif si on veut arrêter la catastrophe écologique. Et donc, je suis vraiment très heureux, même flatté d'être sollicité pour cette conversation avec Sophie Binet, secrétaire général de la CGT. Bon, alors pour répondre de façon succincte à ta demande, il faudrait y passer beaucoup de temps, mais enfin, on n'a pas ce temps. Je crois qu'un bon indicateur ou une bonne manière d'appréhender l'extrême gravité de la crise dite écologique, c'est de se référer à ce qu'on appelle les études sur le changement global. Les scientifiques qui travaillent dans ce domaine synthétique, transdisciplinaire, considèrent qu'il y a 9 paramètres de la soutenabilité de l'espèce humaine sur cette planète. Je ne vais pas les citer tous, mais enfin, il y a le cycle du carbone, c'est-à-dire le climat, la biodiversité, l'eau potable, la destruction des sols, l'acidification des océans, etc., etc., la pollution chimique. Et il y a une quinzaine d'années, quand ils ont remis un premier rapport de conclusion, ces scientifiques estimaient que les seuils de soutenabilité étaient dépassés parfois très gravement déjà pour 3 de ces paramètres. Et récemment, ceux qui ont prolongé ces études, ceux et celles qui ont prolongé ces études, sont arrivés à la conclusion que les seuils étaient dépassés pour 6 voire 7 de ces paramètres. Ça donne une bonne idée de l'aggravation
de la crise écologique. Et bien sûr, on se focalise sur le climat, qui est un enjeu absolument majeur. Bon, pour donner là aussi juste une indication, il y a sur le continent antarctique une quantité de glace accumulée qui pourrait faire monter le niveau des océans de 80 mètres si cette glace disparaissait entièrement. Je précise tout de suite, cette disparition totale n'est pas à l'ordre du jour, mais ce qui est à l'ordre du jour dans un avenir indéterminé, mais peut-être très proche, c'est la dislocation de deux énormes massifs de glaciers, un à l'est du continent antarctique, l'autre à l'ouest, qui ont une même configuration. Ils sont implantés sur le continent antarctique en dessous du niveau de l'océan. Cet océan se réchauffe. Les masses glaciaires tentent à se décoller donc du socle rocheux. Ce socle rocheux est incliné vers les grands fonds et il y a en même temps des failles qui s'opèrent, comme dans tout massif, il y a des crevasses qui se creusent, et donc il est tout à fait possible que dans les années ou la décennie qui viennent, un ou les deux de ces grands massifs de glaciers glissent dans l'océan. Et chacun d'eux aurait la possibilité, la capacité plutôt, de faire monter le niveau des océans de 3,50 mètres environ. Chacun des deux, ça fait 7 mètres en tout, c'est quand même très beaucoup 7 mètres, comme on dit en néerlandais dans mon pays. Donc voilà juste deux indications de la gravité de la situation. Ce n'est donc pas un enjeu que le monde du travail peut mettre à l'écart. C'est un enjeu qui, au contraire, je pense, devient l'enjeu majeur du siècle qui a commencé, d'autant plus que le monde du travail, les travailleurs, les travailleuses, les femmes, les jeunes, les petits paysans sont les principales victimes de tous ces dérèglements. Dans le dernier rapport du GIEC, un chiffre est donné pour ce qui est du changement climatique. Près de 3,5 milliards d'individus sur Terre en subissent déjà gravement les impacts. C'est près de la moitié de l'humanité et évidemment, ce n'est pas les riches. Et au contraire, ce sont les plus pauvres de l'humanité, en particulier dans les pays pauvres, et comble de l'injustice, ce sont justement celles-là et ceux-là qui ont le moins de responsabilités dans la catastrophe écologique, et dans certains cas qui n'en ont même pas du tout. Les pays les plus pauvres n'ont aucune responsabilité historique dans le dérèglement climatique. Donc voilà, je pense, juste pour répondre à ta première interpellation, voilà deux indications de l'extrême gravité de la situation et une indication qui montre que pour le monde du travail, pour les organisations syndicales en particulier, ça doit dorénavant être considéré comme un enjeu majeur. Personnellement, je pense que les projets de transformation sociale qui ont toujours animé, de justice sociale, d'égalité des droits, qui ont toujours animé le monde du travail, le mouvement syndical depuis sa fondation, ont désormais comme clé de voûte une réponse adéquate, une réponse de classe, une réponse progressiste face aux défis écologiques. Merci Daniel. Avant de passer la parole à Sophie, quand même, est-ce que scientifiquement, on arrive à faire le lien entre tous ces dérèglements et le système économique capitaliste? Absolument. Enfin, scientifiquement, ça se discute parce que la majorité des scientifiques ne sont pas anticapitalistes. Mais un raisonnement tout à fait élémentaire nous montrera le lien. Tous les phénomènes de dépassement des seuils de soutenabilité, les neuf que j'ai évoqués, renvoient à une question de limite du développement humain. Or, une des caractéristiques du capitalisme, c'est que, comme disait Marx, il n'a d'autre limite que le capital lui-même. La formule semble un peu énigmatique comme ça à première vue, mais en fait, elle est très forte et très juste. Le capital, c'est quoi? C'est un rapport social d'exploitation du travail, et l'exploitation du travail nécessite des ressources naturelles. Il faut des inputs de ressources dans le processus de travail pour produire quelque chose. Et le capital ne connaît pas de limite autre que celle-ci. Tant qu'il y a de la force de travail à exploiter et donc des ressources naturelles à introduire dans le process de travail, le capital continue sa course. Et sa course est productiviste par définition, parce que c'est un système basé sur la concurrence automatique, ce n'est pas une décision politique, la concurrence automatique entre les propriétaires de moyens de production ou de distribution, etc., et qui chacun sont mis par la volonté de produire plus de marchandises pour remporter les parts de marché. Donc le productivisme est vraiment au cœur
dans l'ADN, comme on dit, de ce système économique. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit de tous les discours que les gouvernements nous servent depuis 40 ans maintenant, la crise écologique ne fait que s'aggraver. En ce qui concerne le changement climatique, c'est absolument évident. Il faudrait arriver au zéro émission nette en 2050, mais les émissions de CO2 continuent d'augmenter année après année et la catastrophe continue à s'approfondir. Merci Daniel. Sophie, je le disais en introduction, on avait le slogan urgence, on l'a toujours, d'ailleurs urgence sociale, urgence écologique, mais est-ce que au regard des constats dressés par Daniel et notamment le fait que ces dérèglements ils touchent différemment au niveau mondial hein, les classes sociales, aussi le lien avec le capitalisme, est-ce que tout ça, ça renforce la CGT dans cette lutte écologique et sociale? Oui, en fait, ce qui est frappant d'abord, c'est pour ça que c'était important que Daniel commence par ses rappels, c'est à quel point la question environnementale, elle est encore globalement minimisée, alors que c'est le défi majeur auquel l'humanité est confrontée. L'humanité a jamais été confrontée à un défi aussi grave et aussi important. Et en fait, si on essaye de se dire, mais comment c'est possible? Moi, ce que je trouve très choquant, c'est l'écart entre le discours des scientifiques qui, malgré tous leurs désaccords, est quand même maintenant très clair, très établi sur la gravité de la menace. On le sait, on peut pas dire qu'on ne sait pas. Et comment le fait que ce discours n'est pas pris en compte. Il y a une cécité collective qui est très impressionnante. Et donc, si on veut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette cécité collective, je pense qu'il faut se dire les choses clairement. Pourquoi il y a cette cécité collective? D'abord parce que la crise environnementale, c'est le résultat du système capitaliste, et donc ça, ils ne veulent pas le dire. Et ensuite parce que, effectivement, la crise environnementale, c'est pas vrai que tout le monde est dans le même sac et que c'est un problème pour tout le monde. Pour les 1% les plus riches, la crise environnementale, ça n'est pas un problème. Parce que quand on est milliardaire, c'est pas toute la planète qui va être inhabitable. C'est la majeure partie ou des zones entières, enfin en fonction de comment est-ce qu'on lutte contre cette situation, dans lesquelles la vie va se dégrader. Mais il y aura toujours des paradis pour milliardaires dans lesquels il fera très bon vivre. Ils pourront vivre, continuer à vivre dans des univers climatisés. Et puis, ils pourront aussi continuer à spéculer sur la crise environnementale comme ils le font, puisque la crise environnementale, c'est de nouveaux marchés pour le capitalisme. C'est, par exemple, pour prendre par le petit bout de la lorgnette, c'est par exemple sur la climatisation, bah, il y a un gros marché en développement qui a été bien identifié par le capital, mais on pourrait multiplier les exemples. Donc, je dis ça pourquoi? En fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous, les travailleuses et les travailleurs, on ne s'approprie pas cet enjeu, d'abord, ils ne vont pas répondre à la question environnementale parce qu'ils n'y ont pas intérêt, ou ils y répondront en fonction de leur intérêt à eux, qui n'est pas le nôtre, et qui va nous défavoriser. Et pour donner un exemple de ça, en fait, c'est la multiplication des contradictions entre le social et l'environnemental. On l'a vu dans la mobilisation des agriculteurs. Les agriculteurs, ils se sont mobilisés de façon très convergente aux mobilisations qui existent dans le salariat aujourd'hui pour dire que il faut qu'ils et elles puissent vivre de leur travail. C'est la question du revenu des agriculteurs qui est posée. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a un problème sur le revenu des agriculteurs? À cause de la dérégulation de l'agriculture et le fait que on ait fait exploser les quotas de production avec du coup une baisse du prix de vente des marchandises qui a fait s'effondrer le revenu des agriculteurs et des agricultrices. Et donc, pour ne pas répondre à cette question qui dérange profondément l'agro-industrie et notamment les agro-industriels, le gouvernement s'est mis d'accord avec la FNSEA pour organiser un hors-sujet énorme et faire comme si la mobilisation était sur le refus des normes environnementales dans le secteur de l'agriculture. Et donc, c'est ce qu'a mis en place le gouvernement à la demande de la FNSEA, une remise en cause des normes environnementales. Alors, à court terme, ça facilite la vie des agriculteurs parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paperasse, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'ils étaient très peu accompagnés et que ça leur mettait des difficultés supplémentaires. Mais à moyen terme et à moyen terme pas très loin, c'est eux qui vont en être les premiers pénalisés parce que c'est eux qui sont les premières victimes des produits qu'ils utilisent, avec les agriculteurs qui ont le plus haut niveau de cancer. Et puis c'est elles et eux qui sont en première ligne sur le changement climatique dans
avec les problèmes que ça pose sur la qualité de leur production et les baisses de production que cela induit. Donc, on voit bien, en fait, pour répondre aux défis environnementaux, il faut remettre en cause des principes, un certain nombre de dogmes du capitalisme. Et comme ils refusent de les remettre en cause, du coup, c'est nous qui, quand il y a des réponses qui sont à apporter, c'est nous qui en faisons les frais, comme on le voit sur les agriculteurs ou comme on l'a vu sur la question des gilets jaunes, quand même prétendre répondre aux problèmes de la pollution des transports en augmentant et en mettant en place une taxe sur les carburants sans taxer le kérosène et sans avoir de taxe progressive en fonction de ceux qui polluent le plus, bah, évidemment, c'était une injustice sociale violente. Donc, il faut que nous nous préoccupions de cette question parce que on ne peut pas répondre à la question environnementale sans transformer en profondeur le modèle productif. Ça fait aussi partie des... Là, on en est à peu près sorti, mais quand même, pendant longtemps, on a eu une partie du discours écolo qui était il faut y répondre en changeant les gestes du quotidien, en responsabilisant les gens, etc. Bon, on voit bien que ça, c'est pas du tout à la hauteur. Ce qu'il faut, c'est transformer la finalité de la production, son organisation et la façon dont on produit. Donc ça veut dire que c'est notre question comme syndicaliste et parce que la seule façon de dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental, c'est que nous en fassions un sujet majeur et un sujet quotidien comme par exemple, comme le sont la question des salaires et des conditions de travail, parce que ça va nous impacter, ça nous impacte déjà directement sur l'avenir de nos emplois, sur nos conditions de travail et puis le sens de notre travail. Ouais, tu l'as dit avec les agriculteurs et tu dresses bien le tableau, à la fois l'enjeu majeur de s'approprier la question, mais tu dis dans le même temps aussi le frein aussi. Tu parles des agriculteurs, mais peut-être, et de certains agriculteurs en tout cas, mais peut-être des travailleurs et travailleuses en général qui ont du mal à remettre en cause leur production parce que bien souvent leurs droits ils sont étroitement liés à non pas leur travail, mais en tout cas à leur emploi. Et comment nous, CGT, et puis Daniel aura sans doute des propositions là-dessus, comment nous on arrive à dépasser cette opposition, en tout cas de façade, entre la nécessité de s'approprier les productions, ces enjeux-là, les enjeux écologiques, et en même temps pouvoir s'émanciper de tout ce qui nous rattache à notre emploi et qui nous oblige un petit peu à continuer ce système. Oui, je pense que c'est très important de ne pas se voiler la face et de se dire très tranquillement, oui, il y a des contradictions entre le social et l'environnemental et il faut qu'on se mette en situation de les dépasser. Et donc, ça veut dire aussi organiser des confrontations, construire des stratégies. Pour la CGT, bon, c'est normal, c'est notre marque de fabrique, c'est de partir du travail, la façon de dépasser de ces contradictions, partir du travail, partir des travailleuses et des travailleurs. Et en fait, euh, la première chose qu'il faut faire sauter, c'est le chantage à l'emploi. Ça, le chantage à l'emploi, on le voit tout le temps et partout. Par exemple, très récemment, quand Tefal notamment a été remise en cause parce que sa fabrication d'ustensiles de cuisine repose sur un ingrédient très polluant, des molécules très polluantes qui s'appellent les PFAS, qui sont les polluants éternels qui sont extrêmement dangereux, c'est encore pire que l'amiante. Et donc, quand il y a eu une proposition de loi qui visait à les interdire, ce qui est très important d'un point de vue de la santé publique, eh bien, la direction de Tefal a expliqué aux salariés que si cette loi passait, Tefal allait devoir fermer. Et donc là, je suis très fière que les seuls qui ne soient pas rentrés dans ce chantage à l'emploi, c'est la CGT de Tefal qui a dénoncé et dit qu'il fallait comment dire interdire ces polluants éternels, mais que ça n'était pas aux travailleuses et aux travailleurs de payer l'addition. Et donc, pour empêcher ce chantage à l'emploi, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre en place ce qu'on appelle à la CGT une sécurité sociale professionnelle environnementale. En fait, on portait cette proposition avant que le défi environnemental prenne cette ampleur, mais elle prend encore plus de sens aujourd'hui. Donc, on peut maintenant, le projet de la CGT à l'origine, c'était sécurité sociale professionnelle, on peut lui rajouter le E de environnemental.
Et donc, le principe, c'est quoi? C'est de dire que dans toutes les productions qui doivent être transformées, par exemple sur Tefal, s'il faut transformer le procédé de fabrication, il faut commencer par sécuriser l'emploi et les garanties collectives des salariés. S'il faut transformer leur métier, on les forme pendant ce temps, pendant que l'usine est transformée, et après, ce sont elles et eux qui retrouvent l'emploi qui aura été transformé. On a fait la même chose sur la fermeture des centrales à charbon. La CGT a mené une grosse lutte à Gardanne, donc une centrale à charbon dans les Bouches-du-Rhône. Et grâce à cette lutte, nous avons réussi à maintenir le contrat de travail des salariés qui n'ont pas été licenciés. Et pendant ce temps, les salariés ont construit un projet de transformation de la centrale à charbon pour passer sur un procédé un peu moins polluant qui s'appelle le procédé de méthanation, donc qui produit du gaz à partir de bois issus de meubles usagés récupérés dans un circuit court, dans un rayon de 100 km autour de la centrale. Et donc là, maintenant, on attend que la centrale redémarre avec un blocage important des autorités. Mais grâce à cette lutte et à ce rapport de force, on a maintenu le contrat de travail des salariés. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait généraliser partout on a des propositions très précises pour le mettre en place, par exemple au niveau des branches. Il faudrait qu'il y ait une cotisation obligatoire pour les entreprises, qu'en plus on la rende progressive et qu'on fasse payer d'abord les plus grosses pour responsabiliser les donneurs d'ordre, et que ça permette d'avoir des fonds de transition qui permettent d'assurer le maintien de salaire des salariés pendant que l'entreprise est transformée, par exemple. Daniel, tu pointes cette difficulté, notamment dans ton dernier livre, pour les travailleurs d'être vraiment actifs et pleinement conscients de ces enjeux. Comment tu accueilles là, les propositions de Sophie et de la CGT? Ben, je crois que ça recoupe, ça rentre en résonance avec une proposition qui a été avancée par la gauche américaine dans le cadre de son idée de Green New Deal, oui, New Green Deal, Green New Deal, oui, Green New Deal, c'est-à-dire l'idée d'une garantie d'emploi vert. Je pense que ça revient à ça. Il faut certainement une reconversion de l'appareil productif et une reconversion de l'économie en général. Il y a une série de productions qui devront être réduites ou supprimées. Ce n'est pas aux travailleurs à en faire les frais. Il faut donc leur garantir une reconversion dans une activité qui soit une activité socialement utile et écologiquement responsable. Ça doit se faire avec non seulement le maintien du revenu, mais je pense aussi le maintien des collectifs de travail. C'est très important si on veut que les travailleurs, les travailleuses acceptent de s'embarquer dans une telle perspective. Trop souvent, dans le passé, le mot d'ordre de la reconversion a été employé par les gouvernements et par les patrons pour noyer le poisson et pour disperser les salariés dans des processus qui finalement ne débouchaient sur aucune reconversion réelle. Donc Et le pour maintien des supprimer les emplois, même, je vais plus loin, Daniel. Absolument, absolument. Donc le maintien des collectifs de travail qui sont aussi des collectifs de résistance, des collectifs de créativité, d'idées, etc. Je pense que c'est absolument vital. Maintenant, je pense que en termes stratégiques, tu sais, Ronan, on l'a déjà discuté quand vous m'avez invité à Nantes il y a quelques semaines. Euh, d'un point de vue stratégique, on doit absolument, je pense, élargir un tout petit peu ou même considérablement le champ de la discussion. Je constate que vous mettez fortement l'accent sur la production. Il faut peut-être s'entendre sur les termes. Quand Marx parle, par exemple, du mode de production capitaliste, il se situe au niveau de la production par l'humanité de son existence sociale. Ça inclut donc non seulement la production au sens strict, mais aussi ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire toutes les tâches qui tiennent à l'éducation, la santé, le soin aux personnes âgées, l'accueil de la petite enfance, la gestion des déchets, la gestion de l'environnement, etc. Donc ça, c'est le secteur de la reproduction sociale. Et je pense que en termes stratégiques, je pense qu'il y a peut-être une différence d'ouverture et de sensibilisation possible entre les travailleurs et les travailleuses de ces deux secteurs. Je pense que malheureusement, les travailleurs du secteur productif,
parce qu'ils sont sous la contrainte de la dictature du profit, d'une part, et sous la menace de la délocalisation d'entreprises, d'autre part, sont plus susceptibles de se laisser piéger par le chantage à l'emploi qu'évoquait Sophie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'exceptions et elles sont remarquables, hein. Je ne suis pas en train de dire que les travailleurs du secteur de l'industrie lourde sont incapables de comprendre la crise écologique. Pas du tout. Mais je pense que dans le secteur de ce que j'appelle la reproduction sociale, il y a davantage de possibilités de faire progresser le schmilblick. Pourquoi? D'abord parce que bien souvent, la menace de délocalisation n'est pas opérante. Deuxièmement, ce sont des secteurs dans lesquels les travailleuses et les travailleurs sont directement au contact des usagers, ce qui n'est pas le cas dans l'industrie. Ça offre donc des possibilités de convergence, d'unité d'action, par exemple autour des questions de la santé environnementale liée à la santé pour les travailleurs et pour les consommateurs. Et puis, il y a une contradiction très flagrante entre le discours dans ces services, qui est un discours au service des besoins, et les exigences de profit qui sont malgré tout le fond de l'affaire de la part des directions. Et cette contradiction se pose un peu différemment dans le secteur productif. Donc voilà, moi je pense que, et c'est un peu l'expérience des syndicats américains aussi qui m'incite à penser ça. Ils sont passés par une crise très très profonde de dégradation des rapports de force dans les entreprises, et les militantes, les militants, les sociologues qui ont étudié ce bilan montrent que c'est dans les secteurs où il y a eu le plus de possibilités de contact avec la population environnante, avec les usagers, avec les patients, etc., que la résistance a été la meilleure, et que même le mouvement syndical a pu repasser à l'offensive avec des revendications combatives. Mais bon, ceci dit, je suis entièrement d'accord avec la perspective générale qui a été esquissée par Sophie. Là où je ne suis pas d'accord avec Daniel, hein, c'est que d'un point de vue stratégique, je pense que si on n'est pas capable de régler les contradictions Enfin, je suis d'accord avec Daniel sur le fait que dans le secteur du soin et du lien, il y a beaucoup moins de contradictions, c'est beaucoup plus facile. Et on a beaucoup de propositions sur ce secteur, c'est très important. Mais si nous, syndicalistes, et si la gauche, d'une façon générale, ne répond pas à la situation de l'industrie et ne s'attaque pas à comment est-ce qu'on règle ces contradictions entre le social et l'environnemental, mais là, on déroule le tapis rouge à l'extrême droite, parce qu'on organise le déclassement sur lequel prospère aujourd'hui l'extrême droite, avec les fermetures d'usines, les suppressions d'emplois. Et puis on sait que aujourd'hui, malheureusement, les emplois dans le secteur productif et dans le secteur reproductif sont pas payés pareil. Donc c'est aussi les emplois qui tirent vers le haut le revenu des ménages et le revenu des salariés. Et puis par ailleurs, il faut transformer les modes de consommation et les modes de production, mais on a quand même besoin d'une industrie, et on a tellement délocalisé ces dernières années que quelque part, ça nous facilite aussi les convergences, parce que pour nous, l'enjeu au plan français et européen quand même pour partie, c'est de relocaliser notre industrie pour mettre fin à la spécialisation productive du monde qui organise la compétition entre les travailleurs et les travailleuses, fait exploser les émissions de gaz à effet de serre du fait du transport, et puis en plus tire vers le bas les normes environnementales, puisque quand on produit dans des pays à bas coût d'un point de vue social, c'est aussi à bas coût d'un point de vue environnemental. Et cette relocalisation, elle doit s'accompagner d'une réflexion d'ensemble sur qu'est-ce qu'on produire pour répondre aux besoins des populations, produire moins mais plus durable, et comment dire, mettre fin. En fait, ces dernières années, avec la globalisation et la mondialisation, on a mis en contradiction les intérêts du salarié et les intérêts du consommateur. Le salarié, il a intérêt à ce que son emploi, sa production, elle soit maintenue en France. Et en fait, le consommateur, il a intérêt à ce que les produits soient toujours à moins chers pour pouvoir continuer à vivre avec des salaires qui stagnent. Et donc, il y a besoin, en relocalisant la production, qu'on puisse et augmenter les salaires et le niveau de vie pour pouvoir acheter des produits qui peut-être seront vendus plus cher parce qu'à leur juste prix, dureront plus longtemps. Et puis, effectivement, s'interroger sur toutes ces productions inutiles sur lesquelles il faut pouvoir stopper et transformer les productions. Sur la question du secteur du soin et du lien,
là où je suis d'accord avec Daniel, c'est que je pense que c'est un énorme enjeu de développer ces secteurs. La CGT a d'ailleurs lancé il y a plusieurs années une grande campagne qui s'appelle Revaloriser le travail du soin et du lien. C'est un enjeu féministe énorme parce que ces secteurs sont majoritairement féminisés et ils sont dévalorisés en termes de salaire parce que féminisés et parce que ces secteurs, ils reposent pour partie sur du travail non salarié, à savoir sur les tâches domestiques que les femmes sont toujours majoritaires à exercer, et que dans les débats féministes sur comment est-ce qu'on on émancipe les femmes de ces tâches domestiques, la CGT a toujours refusé le salaire maternel, c'est-à-dire le fait d'assigner les femmes à ces tâches domestiques et puis de leur donner un petit salaire, comme ça finalement la pilule passe, en disant les femmes elles doivent avoir accès au travail salarié comme les hommes parce que c'est un vecteur d'émancipation. Et pour nous, ce qu'il faut, c'est socialiser les tâches domestiques. Et donc, c'est étendre les services publics de prise en charge des personnes dépendantes, que ça soit la petite enfance, les personnes âgées dépendantes, les personnes malades, etc. Parce que quand il n'y a pas de service public, ce sont les femmes qui s'occupent de ça gratuitement, de façon à socialiser les tâches domestiques pour permettre aux femmes de travailler. Et en étendant ces services publics, élever la norme d'emploi, lutter contre la précarité qui est la règle. Je pense par exemple aux aides à domicile sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes. C'est une catastrophe en termes de niveau de salaire, ou aux assistantes maternelles sur les petits-enfants. Donc, élever les salaires, mettre fin à ces boulots précaires pour améliorer la norme d'emploi. Ça, c'est aussi un enjeu majeur. Mais on peut pas, je pense que ça serait extrêmement dangereux de partir là-dessus, bille en tête, et d'oublier la nécessaire transformation de l'industrie et d'abandonner l'emploi industriel et de laisser les capitalistes casser l'emploi industriel au prétexte environnemental. Hmm. Avant de revenir sur la transformation de l'appareil productif et de quel secteur et comment on s'organise, je me permets la parenthèse là, justement sur l'extrême droite, puisque tu l'as évoqué, hein, l'extrême droite qui arrive quand même à la fois à faire le lien entre le social et l'environnemental, mais dans le mauvais sens. L'extrême droite qui est contre l'augmentation du SMIC, etc., qui est contre l'intérêt des travailleurs, et y compris sur la question écologique ou par simplification pour l'emploi, etc. Ils arrivent à faire le lien. Comment, malgré tout, parce qu'on doit faire ce constat-là aussi, malgré tout, dans le vote, dans les idées, ça progresse. Comment expliquer ce phénomène-là et comment le contrer surtout? Daniel, Tu, c'est qui? tu veux que Oui, qui réponde? j'aimerais dire quelque chose là-dessus. D'abord, préciser que moi, je suis absolument d'accord avec la manière dont Sophie a planté le décor. On ne peut pas faire l'impasse sur la question du secteur productif. Ce serait effectivement dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, plutôt le tapis brun. Ça, c'est absolument évident et l'actualité le confirme, notamment ce qui se passe aux États-Unis avec la nouvelle candidature de Trump et sa tentative de séduire les travailleurs des secteurs fossiles. Enfin bon, peu importe. Donc, je suis absolument d'accord là-dessus, mais je pense qu'il faut tout de même garder en tête le cadre général. Les contraintes de la crise écologique sont telles qu'on ne peut pas imaginer que l'enjeu se limite à relocaliser la production industrielle dans les pays capitalistes développés d'Europe occidentale. Il faut en même temps, et ça ressort aussi de ce que Sophie a dit, passer cette production à l'examen critique. C'est-à-dire les productions inutiles, les productions nuisibles, il n'y a pas de raison de les relocaliser. Par ailleurs, il faut faire, je pense, un tout petit peu attention quand on emploie le terme relocaliser, parce qu'il peut avoir un côté un peu, il pourrait, je ne fais pas un procès d'intention, il pourrait être interprété dans un sens un peu nationaliste chauvin, c'est-à-dire on nous a volé nos emplois, ils sont partis en Pologne, nous voulons que nos emplois reviennent chez nous et tant pis pour les salariés polonais. Donc voilà, je crois ce sont des questions complexes qui demandent une approche internationaliste aussi. Mais je veux dire ceci, la crise écologique, ou plutôt la crise écosociale, est à ce point grave que nous sommes contraints d'envisager de produire moins je dirais, de produire moins et de partager plus. Partager plus et décider ensemble. Je dirais, ça pourrait faire un bon slogan, ça. Produire moins, partager plus, décider ensemble de façon démocratique et dans un esprit de prendre soin
prendre soin de la planète parce qu'il n'y en a pas d'autre dans le système solaire qui peut nous accueillir, et ce qui implique aussi de prendre soin des hommes et des femmes qui vivent sur cette planète. Et c'est là que je pense que du point de vue stratégique, la question de ce que vous appelez le secteur du soin et du lien, je ne connaissais pas l'expression, désolé, on ne l'emploie pas dans mon pays, je trouve que là, stratégiquement, ce secteur peut jouer véritablement un rôle absolument décisif, non pas en termes de priorité pour le travail des éco-syndicalistes, mais en termes de priorité d'un processus de conscientisation à l'intérieur du mouvement syndical interprofessionnel, comme on dit chez nous. Donc, un allié pour faire progresser les idées du prendre soin des humains et de la nature à l'intérieur du monde du travail en général. Et notamment pour la raison que Sophie a indiquée, c'est-à-dire le fait que ce sont des secteurs très largement féminisés, je dirais en plus avec beaucoup de femmes d'origine étrangère, immigrées. Donc il y a là toute une série de facteurs de conscientisation intersectorielle, comme on dit, aujourd'hui dans les milieux féministes qui sont, je crois, positifs. Maintenant, effectivement, il y a un grand risque d'extrême droite. Et là, Sophie a tout à fait raison. J'évoquais les États-Unis. Je vous donne, vous avez peut-être vu cette information. Trump a réuni à son fief là, de Mar-a-Lago en Floride une vingtaine de patrons de l'industrie pétrolière et charbonnière et leur a dit, dès que j'arrive à la Maison-Blanche, si je suis de nouveau élu, je sors des décrets présidentiels pour annuler toutes les mesures qui ont été prises par Biden en faveur d'une transition de type capitalisme vert. Puisque ça va vous rapporter, je vous demande 1 milliard de subsides d'aide financière pour ma campagne électorale. Et selon Politico, qui est généralement un média très très bien informé et extrêmement sérieux, surtout sur la vie politique aux États-Unis, on est au point où les PDG de compagnies pétrolières sont en train d'écrire les décrets présidentiels que Trump n'aura qu'à signer s'il revient à la Maison-Blanche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui connaissent la catastrophe, qui savent depuis 40 ans que la combustion des combustibles fossiles est responsable du changement climatique, ne veulent absolument pas abandonner ni le charbon, ni le pétrole, ni le gaz naturel, quelles que soient les conséquences, ils s'en fichent. Et donc, de même que la grande industrie en Allemagne a opté pour Hitler dans les années 30 pour que Hitler les débarrasse des syndicats, de même, on a aujourd'hui aux États-Unis des patrons de la grande industrie fossile et des industries connexes, automobiles, etc., qui sont prêts à mettre au pouvoir un néofasciste, parce que Trump c'est ça, pour pouvoir continuer à exploiter leurs ressources fossiles. Il y a donc un très très grand danger qui demande, je dirais, une réponse globale, c'est-à-dire un plan un plan éco-socialiste, comme je l'appellerais, dans lequel effectivement la question de la garantie d'emploi vert et avec le revenu afférent, avec le maintien des collectifs de travail, joue un rôle absolument vital comme une des revendications parmi d'autres. Je voulais rebondir là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas comprendre la montée de l'extrême droite aujourd'hui qui est aux portes du pouvoir ou au pouvoir dans de plus en plus de pays du monde sans le lier à la situation environnementale, en fait. C'est un facteur déterminant de la montée de l'extrême droite pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette montée de l'extrême droite, elle ne se fait pas de façon naturelle, elle se fait organisée, soutenue par le capital qui met beaucoup d'argent là-dedans d'ailleurs, puisque c'est dans toutes les périodes où le capitalisme est en crise que le capital a besoin que l'extrême droite arrive au pouvoir pour mettre en place des solutions autoritaires. C'est pour ça que dans les années 30, après la crise de 29, le slogan d'une partie des patrons, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. C'était pour éviter des révolutions sociales suite au désordre de la crise de 29. Bah là, c'est la même chose. Il voit bien qu'avec la crise environnementale, il faut changer en profondeur le logiciel et notamment revenir sur cette inégale répartition des richesses. Et comme ils sont profondément cupides par nature, ils soutiennent et ils organisent une extrême droite climato-sceptique pour empêcher ces transformations. Et ensuite, si la question environnementale elle fait monter l'extrême droite, c'est pour deux autres raisons. C'est pour ça que c'est terrible, la mécanique est terrible, hein.
c'est parce que les conséquences de la crise environnementale qui est déjà là euh, sont un tremplin pour l'extrême droite. Les conséquences de la crise environnementale, c'est l'augmentation des guerres et l'augmentation des migrations. Et donc, évidemment que l'extrême droite, elle prospère sur l'idée selon laquelle les pays du Nord seraient submergés par une vague migratoire, etc., etc. Donc, ça attise les peurs. Et l'extrême droite, elle prospère sur les contradictions entre le social et l'environnemental quand on n'est pas capable de les régler, de les dépasser, contradictions que le capitalisme organise. Par exemple, l'extrême droite, elle prospère quand, comme on s'apprête à le faire en France, sur l'industrie automobile, au nom de la question environnementale. On ferme aujourd'hui des dizaines d'usines en France avec 50 000 emplois qui ont été supprimés les 3 dernières années et 50 000 les 3 prochaines années, soi-disant pour organiser le basculement du thermique à l'électrique. Or, nous, on sait compter et donc on voit bien qu'au final, c'est encore moins de véhicules qui seront produits en France. C'est pas la question du thermique ou de l'électrique, donc c'est une augmentation des délocalisations, donc plein de suppressions d'emplois. Et derrière, on est doublement perdant puisque ces véhicules électriques qui vont bientôt être obligatoires, comme on laisse les constructeurs décider de ce qui les intéresse le mieux en termes de plus-value, les véhicules électriques que les constructeurs préfèrent produire, c'est des véhicules très haut de gamme, qui sont d'ailleurs très polluants parce qu'avec beaucoup de batteries, très lourds, etc., et qui sont inaccessibles pour un Français moyen. Et donc, le résultat, c'est que la transformation, la décarbonation du véhicule, c'est la double pénalisation pour le monde du travail. Un, on perd son emploi. Deux, on peut plus se déplacer parce qu'on n'est pas capable d'acheter un véhicule non polluant, entre guillemets, parce qu'il est quand même polluant. Et on va se prendre les zones de faible à émission qui vont créer c'est une bombe sociale. Et donc, le résultat, moi, je le connais déjà malheureusement, c'est que ça va être pris comme prétexte pour reculer en race campagne et, par exemple, ne pas mettre en place les zones de faible à émission comme ça se produit. Tout ça parce qu'on n'aura pas tordu le bras des constructeurs automobiles. Et Mm. donc, pour finir sur l'automobile, la CGT de la métallurgie, elle a construit un projet pour démontrer qu'on pouvait produire en France un véhicule électrique à bas coût, autour de 15 000 euros, soit à peu près 2 fois moins que les véhicules électriques qui nous sont proposés aujourd'hui. Donc évidemment, c'est pas le même véhicule, c'est la 4L de l'électrique, hein, c'est ça, c'est aussi une forme de sobriété, de se dire on n'a peut-être pas besoin d'avoir un énorme véhicule. Le jour où on a besoin de faire 1000 km, on peut louer une voiture et on n'a pas besoin que ça soit la voiture qu'on ait pour les trajets du quotidien. C'est un changement aussi dans les usages. Et bien ça permettrait de répondre à la fois aux besoins des salariés de maintenir leur emploi en France et aux besoins des consommateurs, des citoyens, de pouvoir continuer à avoir un droit à la mobilité. Et puis, évidemment, il faut un grand plan pour les infrastructures de transport public, etc., puisque l'avenir, l'objectif, c'est quand même pas d'augmenter le transport individuel, mais plutôt d'avoir des transports collectifs décarbonés. C'est ce que j'allais dire. Je crois que là-dessus, nous sommes d'accord. Moi, j'avais une formule très lapidaire sur l'extrême droite et la crise écologique, qui est que la montée de l'extrême droite aujourd'hui est le produit de l'inévitable échec du soi-disant capitalisme vert. Parce que le capitalisme vert, d'une part, il est inefficace écologiquement, il ne réduit pas, il n'arrête pas la catastrophe, et d'autre part, parce qu'il est capitaliste et néolibéral, il est profondément injuste socialement, de sorte que par ce biais-là, par ce double échec, il fait le jeu, il ouvre le champ pour l'extrême droite. La discussion est très intéressante. En tout cas, le message est bien passé. Je reviens sur la discussion et sur ce qui ressort un petit peu, hein. Effectivement, on voit qu'on aura besoin de définir collectivement nos besoins, qu'il faudra, en fonction de ces besoins, transformer l'appareil productif et choisir les secteurs, quelle production on veut demain. Ça paraît plutôt positif, une utopie concrète, réalisable. Il y a un autre terme qui est des fois utilisé et qui fait moins consensus, c'est celui de décroissance, qui est utilisé maintenant depuis presque 30 ans, peut-être un peu plus, et qui, dans les opposants au système actuel, parfois ne fait pas l'unanimité. Peut-être parce que, y compris parmi ceux qui l'utilisent, ne mettent pas la même chose. Parce que aussi, on l'a déjà dit, la croissance, ça souvent renvoie dans notre imaginaire et dans notre idéologie dominante
aussi le bonheur, nos emplois, nos ressources, etc., qui est sans doute une idée fausse, mais aussi parce que, y compris sur le territoire national, mais aussi international, eh bien, on aura besoin de croissance parce qu'on aura besoin encore d'écoles à tel endroit, encore d'hôpitaux, etc. Est-ce que la décroissance, il faut garder ce terme ou est-ce qu'il faut en trouver un autre? Est-ce que la CGT est décroissante? Ou trouvons une autre voie? Sophie, si tu veux bien commencer là-dessus. Bien non, à ce stade, la CGT n'est pas décroissante et je crois effectivement qu'en fait, l'enjeu central pour éviter les débats stériles, c'est de se mettre d'accord sur les termes et d'aller un peu plus loin que les slogans. Parce que la vraie question, c'est quel sens et quel contenu de la croissance. En fait, nous, on est pour une croissance et une décroissance sélective. Il y a des choses sur lesquelles il faut augmenter énormément la réponse aux besoins, par exemple sur le secteur du soin et du lien où il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux, pas assez de services publics, pas assez, il faut investir considérablement pour la prise en charge du grand âge face au vieillissement de la population. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il faut organiser une décroissance sélective avec toutes les productions spéculatives qui ne répondent pas aux besoins des populations. Donc, il faut avoir ce travail fin et ciblé. Et puis, la deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est un débat qu'on ne peut pas avoir sans parler des inégalités. On n'est quand même pas tous logés à la même enseigne. Ceux qui polluent le plus, ce sont les plus riches, à commencer par les 1%. Donc oui, effectivement, pour les 1%, là, c'est la décroissance pas sélective du tout, hein, globale, hein. Il faut effectivement, là, remettre en cause de façon très importante ces inégalités de richesse. Enfin, quand on voit que comment la richesse de Bernard Arnault, c'est 170 milliards d'euros de capital. Enfin, c'est des choses, on n'arrive même pas à les visualiser. Une personne a un capital de 170 milliards d'euros. On a envie de lui dire, mais en fait, à la limite, tu gardes seulement 1 milliard et puis tu redonnes 169 milliards à la collectivité. Et il aurait quand même 1 milliard d'euros en termes de capital. Donc, on est sur des montants délirants sur lesquels il faut évidemment revenir. Et bien sûr que la majorité de la population, il faut peut-être plutôt orienter sa consommation et ses besoins différemment. Par exemple, moi, je suis frappée, puisque j'ai un enfant de 5 ans, sur les jouets des enfants. Entre ma génération et la sienne, c'est pas du tout la même chose. Moi, à ma génération, on avait beaucoup moins de jouets que eux n'en ont, où il y a toute une série de gadgets, évidemment tous made in China et en plastique. Ils sont pas plus heureux que nous, on ne l'était. Et puis eux, ils ont en plus une problématique d'écran. Donc ça, on pourrait le démultiplier. Mais donc, pour faire ce travail-là, ce dont on a besoin, c'est un travail de planification environnementale et de régulation. Il y a des choses qu'il faut interdire en se mettant d'accord. C'est pas parce que on a les moyens, par exemple, il faut s'interroger sur est-ce que l'objectif, c'est que tout le monde ait une piscine individuelle dans son jardin. Peut-être que l'objectif, c'est de se dire qu'il faut encore plus de piscines municipales et remettre les moyens pour les piscines municipales, parce que c'est important que tout le monde puisse faire du sport et bénéficier de ce bien-être énorme qu'est la natation. Mais par contre, interdire les piscines individuelles, par exemple. Donc c'est peut-être ce type d'arbitrage qu'il faut que l'on puisse faire collectivement pour empêcher la catastrophe. Daniel, sur la décroissance ou sur la croissance? Oui, on commençait l'entretien par l'évocation des 9 paramètres de la soutenabilité humaine sur Terre, dont 6 ou 7 sont dépassés aujourd'hui. Entre parenthèses, 2 autres sont probablement dépassés aussi, mais on ne sait pas exactement où pourrait être situé le seuil. Donc, encore une fois, c'est l'extrême gravité de la situation. Donc, de manière tout à fait générale, le fait que les seuils ont été dépassés signifie, selon moi, que le capitalisme a entraîné l'humanité trop loin dans le productivisme. Et si il l'a entraîné trop loin, la conclusion est claire, il faut revenir en arrière. Alors, il faut évidemment pas revenir en arrière sur le plan social, ça c'est autre chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon moi, on ne peut pas se contenter tout à fait de la formule que Sophie évoque d'une décroissance sélective et d'une croissance sélective. Oui, bien sûr, des choses doivent croître. Oui, bien sûr, il faut plus d'écoles, plus d'hôpitaux de qualité, plus de transports en commun, gratuits d'ailleurs, et publics, etc., etc. Donc ça donne une indication. Et oui, bien sûr, il faut frapper le pourcent le plus riche,
aussi les 10% les plus riches au niveau mondial, hein. Je rappelle, le pourcent le plus riche émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres de l'humanité, et le pourcent le plus riche est responsable de 50% des vols en avion sur la planète. Donc là, il faut une décroissance radicale. Mais euh, il faut quelque part arbitrer entre la croissance sélective et la décroissance sélective, et l'arbitrage doit se faire dans le cadre d'une enveloppe globale qui doit être une enveloppe de décroissance. Alors, pas une décroissance en termes de PIB, c'est pas ça l'important, mais une décroissance en termes physiques. Il faut consommer globalement au niveau mondial moins d'énergie finale. C'est une contrainte absolument incontournable. Alors attention, selon moi, la décroissance n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot d'ordre, et surtout ce n'est pas un projet de société, contrairement à ce qu'un certain nombre d'idéologues de la décroissance, comme Serge Latouche en France, ont pu dire au siècle passé. Mais ce cadre de contraintes objectives, il doit guider l'élaboration stratégique et l'élaboration programmatique de ceux qui réfléchissent en termes de revendications, de perspectives pour la lutte d'émancipation sociale et écologique. Et l'articuler par le biais de quoi? L'articuler, là je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Sophie, l'articulation nécessite une planification éco-sociale démocratique. Sans une planification, on ne peut pas résoudre l'équation. Euh, le problème est d'autant plus compliqué que, quelque part, cette planification doit aller jusqu'au niveau mondial. Elle peut commencer au niveau national, mais elle doit aller jusqu'au niveau mondial et elle doit rester démocratique, c'est-à-dire sous le contrôle des collectifs, des communautés, etc. C'est un défi absolument énorme qui est irréalisable si on ne fait pas notamment décroître, mais très radicalement, le temps de travail. Augmenter le temps libre, la possibilité pour les hommes et les femmes de participer, d'abord de vivre mieux, de profiter de l'existence et aussi de profiter de la possibilité de gérer collectivement, prendre collectivement les décisions qui concernent l'activité, ce dont a besoin la société, etc. Sophie, tu voulais répondre et on arrive bientôt à la fin de notre entretien, donc on va essayer de faire. Oui, je voulais dire, en fait, la complexité dans ce que dit Daniel, c'est que s'il faut faire décroître la consommation globale énergétique aujourd'hui au niveau planétaire, enfin, c'est difficile d'expliquer aux Africains qu'il faut qu'ils consomment moins d'énergie. Je dis les Africains, ça peut être un autre pays, mais les pays en développement, on ne peut pas leur dire aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'il y a des tensions très fortes au niveau mondial. Eux, ils ont besoin d'avoir une augmentation très forte, malheureusement, mais c'est normal, enfin, pour aussi avoir droit au développement que nous avons eu de leur consommation énergétique pour pouvoir avoir effectivement modernisé leurs infrastructures, avoir des hôpitaux, etc., etc. Donc, au plan mondial, du coup, c'est ça qui complique la donne. Donc, évidemment, il faut c'est pour ça que la question des inégalités, elle est centrale dans l'approche. Mais c'est ce qui complique considérablement la donne pour les pays développés comme les nôtres. Et donc, c'est pour ça que là-dessus, après, on avance en marchant, hein, mais il faut décarboner un maximum les énergies. Mais de là à ce que en France, si l'objectif c'est de rester de faire décroître la consommation énergétique mondiale, de permettre aux pays en développement d'augmenter leur consommation énergétique parce qu'ils y ont droit. Du coup, ça veut dire une énorme décroissance pour les pays du Nord, et c'est là que ça tend. Vas-y, Daniel, tu Et voulais là, on ne répondre parle pas également? des vols en jet privé. Juste un mot là-dessus. Un des atouts que nous avons pour mener ce débat, c'est que les partisans de la décroissance ont changé. Ils ont changé. J'évoquais Serge Latouche, je pourrais évoquer d'autres auteurs du siècle passé, même si Serge Latouche est toujours là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs qui prennent ce débat à bras-le-corps et qui élaborent des propositions qui ne sont que des propositions indicatives sur comment on pourrait relever le défi que Sophie vient d'évoquer, c'est-à-dire le défi de diminuer la consommation finale d'énergie au niveau global, tout en satisfaisant les besoins essentiels, les besoins fondamentaux des sociétés partout, non seulement dans le sud, mais aussi dans le nord, parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvres dans le nord qui ne parviennent pas à nouer les deux bouts. Et quand on vit dans une barre
d'immeubles HLM en période de canicule, on se dit qu'il y a tout de même des investissements nécessaires. Donc, voilà, donc c'est un atout que nous avons. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux que mon dernier ouvrage, euh, crise écologique, lutte sociale et révolution, ait été préfacé par un auteur qui fait partie de cette galaxie informelle de chercheurs et de chercheuses que j'appellerais des décroissants sociaux, partisans de la justice sociale et de l'égalité des droits de tous les humains sur Terre, à savoir Timothée Paric, auteur par ailleurs d'un excellent ouvrage sur le sujet, hein, Ralentir ou périr. J'en conseille la lecture à chacune et chacun, parce que du point de vue des bases scientifiques, c'est euh, absolument costaud et très difficilement réfutable. Donc oui, le problème est ultra compliqué parce qu'il faut à la fois satisfaire les besoins sociaux fondamentaux, ce qui implique une augmentation des productions et des services et en même temps une décroissance de l'enveloppe globale. Et ça, l'équation ne peut être équilibrée que par une justice sociale et une égalité sociale radicale sans précédent dans l'histoire humaine depuis très très longtemps, d'une part, et d'autre part par une planification démocratique. Ce sont les deux jambes sur lesquelles il faut avancer. En tout cas, étant donné la hauteur et l'importance des enjeux, on voit qu'il y a une nécessité hein, qui est aussi de discuter, de débattre au-delà de nos organisations respectives, d'échanger. C'est ce qu'on appelle à la CGT la culture du débat pour permettre une convergence. La convergence qui est souvent appelée peut-être aussi des fois comme un mot d'ordre et pas plus que ça, mais en tout cas qui est appelée dans les luttes écologiques et sociales. C'est pas toujours réussi, parfois ça réussit. Et quand ça réussit, souvent c'est lié aussi à des réussites dans la lutte. Ça se transforme en lutte gagnante. Comment faire pour et à quel niveau doivent se faire ces convergences? Comment elles doivent se construire pour encore une fois être à la hauteur des enjeux que vous venez de décrire? Je laisse, je vous laisse choisir qui veut commencer sur cette ultime question, les camarades. Vas-y, Daniel. Ben oui, je pense que la convergence des luttes est indispensable. Ceux qui, dans le camp des luttes environnementales, pensent qu'ils peuvent gagner la bataille en contournant les classes populaires et leurs organisations sociales se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Hein. C'est impossible. La solution demande de changer de mode de production et de consommation. On ne va pas changer de mode de production et de consommation sans la participation active au moins de la majorité des producteurs et des productrices. C'est une illusion totale de croire ça. D'autre part, ceux dans le mouvement, dans les classes populaires, qui penseraient que la crise écologique, c'est un enjeu secondaire, mineur, se fourre également le doigt dans l'œil et peut-être même encore plus profond que l'omoplate. C'est aujourd'hui, et nous étions d'accord là-dessus au début de l'entretien, je crois que c'est important de le redire, c'est la clé de voûte de la situation sociale, politique, écologique dans le siècle qui commence. C'est cette question de la catastrophe écologique. La catastrophe écologique qui grandit. Donc il faut construire des convergences et les convergences doivent se faire autour de l'enjeu central qui est la transformation du travail. C'est la question du travail lui-même. Nous, par définition, en tant qu'espèce, Homo sapiens produit son existence et il la produit socialement. Donc, et il la produit par le biais du travail en tant que médiation entre nous et le reste de la nature qui nous environne. Fondamentalement, s'il y a crise des relations entre l'écologie et la nature, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en crise au niveau du travail. Donc la question du travail est absolument décisive. Comment construire les convergences? Je crois qu'il faut les construire en priorité au niveau du terrain, au niveau local. C'est là que les enjeux peuvent être saisis avec la participation du maximum d'acteurs. Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision bisounours. Inévitablement, ça va donner lieu à des frictions, parfois des affrontements, des contradictions. L'exemple que donnait Sophie sur Tefal est absolument révélateur de ce point de vue-là, éclairant. OK, la CGT a pris une position exemplaire, mais d'autres organisations syndicales ont pris la position inverse, n'est-ce pas? Je suis bien placé, je ne suis pas partie prenante, donc je peux le dire. Donc voilà, ça montre les difficultés. Je crois que ce qui est décisif, c'est de maintenir des lieux de contact et de débat
même quand on n'est pas d'accord, qu'on est en désaccord, par exemple, sur telle ou telle action du mouvement environnemental ou telle action du mouvement syndical, c'est de maintenir le contact, maintenir le débat et ramener toujours aux enjeux stratégiques de la transformation de la société et de l'abolition du système capitaliste qui est la cause de tous ces malheurs. Oui, moi je crois que ce qui est très important pour construire ces convergences, effectivement, c'est de surtout ne pas faire des convergences du haut avec des grandes pétitions de principe qui seraient construites sans les premiers et les premières concernées. Ça ne marche pas, voire même c'est contre-productif. Donc il faut effectivement aller au débat, aller à la confrontation et prendre justement les endroits où ça coince, où ça frotte et mener le débat. C'est en tout cas ce que nous portons la CGT. Nous lançons donc notre plan d'action syndical pour l'environnement. Ce plan d'action syndical pour l'environnement, en fait, il y a le S de syndical, c'est pour dire qu'il est construit par et avec les travailleurs et les travailleuses. Et donc, dans les choses prioritaires d'ailleurs à obtenir, il y a évidemment cette sécurité sociale, professionnelle, environnementale, mais il y a aussi des droits pour les travailleurs et les travailleuses pour que dans l'entreprise, on puisse avoir toute l'information sur l'impact environnemental de l'entreprise et de toute la chaîne de la valeur, et qu'on puisse aussi avoir des leviers d'intervention stratégique pour imposer des projets alternatifs ou suspendre des projets stratégiques qui seraient dangereux. Par exemple, un projet que la CGT a monté que je trouve génial, c'est celui de nos camarades de Thales, donc Thales, grand industriel de l'armement, qui ont repris les technologies qui sont utilisées par Thales pour notamment tous les systèmes radars, pour monter un projet d'imagerie médicale. C'est génial. C'est une reconversion de l'industrie de la guerre pour soigner et pour répondre aux besoins des populations. Et ça, on devrait pouvoir le faire dans tous les endroits. Et du coup, ce projet d'imagerie médicale là, qui est construit par la CGT depuis presque 10 ans, là, on commence à réussir à rassembler des financements sur ce projet, mais c'est très difficile, très chronophage, très long. Et donc, il faut mettre en place des fonds pour pouvoir les financer, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place pour nous permettre de faire émerger des projets alternatifs concrets. Ensuite, l'autre chose que je voulais dire, c'est que il faut évidemment pas nier le fait qu'il y a des contradictions entre le social et l'environnemental et juste aller les affronter et aller les traiter. Mais moi, j'ai un message de confiance parce que je pense que dans ce moment, là, on est au bout du cycle néolibéral qui a été enclenché par Thatcher et Reagan, avec cette financiarisation de l'économie. De fait, les rapports de classe s'exacerbent et font que beaucoup plus facilement qu'auparavant, en fait, on peut créer des convergences entre le social et l'environnemental parce que le compromis fordiste, entre guillemets, qui pour la CGT n'a jamais été un compromis, mais euh, tout ça explose. Et donc, les salariés de Total, ils peuvent être et critiques sur l'impact environnemental de leur entreprise, mais aussi critiques sur la stratégie sociale de leur entreprise. Parce que toutes les richesses, les milliards de richesses qui sont générées par l'industrie pétrolière, c'est pas les salariés qui en voient la couleur, c'est les actionnaires et le PDG. Comment est-ce qu'on a gagné que la CGT de Vinci se positionne contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes dans le 44, donc bien sûr avec un travail de débat, etc., mais aussi tout simplement parce que la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ça n'amenait aucun emploi permanent. C'était de la sous-traitance et de l'emploi précaire. Donc, quelque part, ils vont tellement loin dans la financiarisation du travail que ça permet aussi plus facilement de traiter ces convergences-là parce que dans le même mouvement, ils piétinent et les droits sociaux et les droits environnementaux. Et puis, le dernier point que je voulais dire aussi en signe d'espoir, je pense que un des leviers très importants que nous avons aujourd'hui pour faire face à ce défi majeur, c'est le fait que le niveau de qualification de la population n'a jamais été aussi élevé. On a énormément de chercheurs et de chercheuses, un niveau de recherche, d'enseignement, de qualification très élevé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le pilotage de la recherche et surtout de l'innovation se fait par le capital. Les innovations qui sont développées, c'est celles qui intéressent le capital. C'est par exemple la 5G sur des objectifs. On n'a pas bien compris quels étaient les objectifs sociaux, sociétaux de la 5G. Après, on en retrouve après, mais initialement, c'était pas ça.
Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à reprendre en main la recherche et l'innovation et à permettre à ce que les recherches qui soient développées et les technologies qui soient développées, parce que là, j'ai peut-être un point de débat avec Daniel sur le technosolutionnisme. Évidemment, faut être méfiant vis-à-vis de ça. Mais il y a des enjeux technologiques très importants. La technologie peut nous et doit nous être d'un précieux apport pour répondre à ce défi environnemental. Le problème, c'est de reprendre la main dessus et de permettre de développer des technologies, des recherches qui vont peut-être pas apporter des gains de très court terme pour le capital, mais qui par contre pour l'humanité à moyen long terme vont apporter un gain majeur. Bah ça, il faut qu'on puisse avoir l'argent pour les développer et les faire naître, ces recherches. Et puis, le dernier point pour vraiment finir, c'est que sur la question croissance, décroissance, je pense qu'on a besoin aussi de retravailler sur un certain nombre d'outils. Le problème, c'est que le seul outil quasiment qui existe aujourd'hui, c'est le PIB, et c'est là-dessus qu'est calculée la croissance. Le PIB, on sait que c'est pour partie totalement artificiel, parce que, par exemple, c'est grâce à la bataille des économistes CGT de l'INSEE que dans le PIB de la France n'est pas intégrée la prostitution, parce que sinon, on pourrait une croissance de la prostitution, ça ferait augmenter la croissance française, donc ça serait une bonne nouvelle. Donc super. Par contre, dans le PIB de la France est intégré le trafic de drogue. Hein. Donc la croissance, elle intègre aujourd'hui le trafic de drogue. Donc on voit que c'est quand même un indicateur artificiel et très discutable. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir d'autres indicateurs. Il y a un indicateur très intéressant qui a été créé il y a, je pense, autour de 40 ans par l'ONU qui s'appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Moi, je suis très étonnée qu'on ne s'en serve pas davantage. Et puis, c'est un indicateur qu'on pourrait améliorer. On a besoin, là, pour le coup, dans la collaboration entre chercheurs et syndicalistes, de construire aussi d'autres. Il faut transformer les normes comptables, mais il faut aussi avoir d'autres indicateurs qui permettent de montrer que peut-être les États-Unis, c'est le pays le plus riche du monde, mais en termes d'IDH, c'est une catastrophe parce que leur espérance de vie, elle est au niveau des pays en développement et bien inférieure à celle des Cubains, par exemple. Donc, ça permet de remettre les choses à l'endroit et de faire primer le bien-être des populations sur la production matérielle. Je voulais réagir brièvement, Daniel, et puis si tu veux, tu enchaînes sur tes derniers mots, ta conclusion, puis après, je repasserai la parole à Sophie pour la conclusion, si ça vous va. Oh, ben c'est ma conclusion. Je sais que nous avons un peu explosé le temps. Je voulais dire simplement ceci. Euh, je pense qu'il y a de l'espoir possible dans cette situation. Il y a une espérance, elle n'est pas morte. Et je dirais que le défi écologique nous apparaît peut-être en général comme un obstacle pour le développement des luttes de classe, pour le développement des luttes pour une alternative de société, à cause de ces tensions, contradictions entre le social et l'environnemental qui ont été évoquées tout au cours de l'entretien. En même temps, je pense que l'obstacle peut se transformer plus rapidement qu'on ne le pense en un atout formidable, en ce sens que euh, la crise est tellement profonde qu'elle peut renforcer très vite la conscience de la nécessité d'en finir avec le système capitaliste, parce qu'il exploite, qu'il détruit, comme disait Marx, les deux seules sources de toute richesse, la terre et les travailleurs et les travailleuses. Et il ne faudrait peut-être pas beaucoup, il faudrait peut-être simplement une petite étincelle pour que cette conscience se répande assez rapidement. Et pour ma part, le mouvement des Gilets jaunes en France est un peu l'illustration de ça. Tout le monde a cru, ou beaucoup de gens à gauche ont cru au début qu'il serait un mouvement capitalisé par l'extrême droite parce que c'était contre le droit de la bagnole, etc., contre les taxes. Et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a eu convergence des luttes avec les jeunes pour le climat, même avec des manifestations féministes contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y a eu ce slogan formidable, fin du monde, fin du mois, même combat, même combat. Et effectivement, je crois que le fait que ce slogan soit né d'un mouvement aussi profond, aussi populaire, aussi basiste, je dirais, que le mouvement des Gilets jaunes, montre un peu, indique un peu cette possibilité d'un retournement de la conjoncture idéologique qui ne peut découler que des luttes, mais justement, mettons-nous coordonnons nos efforts pour les luttes. Merci, Daniel. À toi, Sophie. Bah, en fait, c'est rigolo, je voulais dire à peu près la même chose.
Je pense que c'est bien, on finit sur une convergence. Je pense que ce qu'il faut vraiment changer, c'est arrêter de se dire que cette question environnementale, c'est un problème. En fait, c'est un point d'appui pour démontrer les impasses du système capitaliste et l'urgence de le changer, parce qu'on voit bien que rien ne fonctionne. On ne peut pas répondre au défi environnemental avec le laisser-faire. On ne peut pas répondre au défi environnemental avec des politiques d'austérité. Il faut des investissements massifs. On ne peut pas répondre aux défis environnementaux en laissant continuer les inégalités à exploser, puisque les inégalités, elles sont au cœur du problème environnemental. Donc, il faut plutôt, nous, dans notre logiciel syndical, nous dire que cette question environnementale, il faut qu'on la prenne comme un point d'appui dans nos luttes. Et après, comme syndicaliste, on sait que, disons que les illusions de grand soir, d'ailleurs, c'est plutôt désespérant parce que si on attend que le système explose de lui-même, il peut. En fait, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que la force du système capitaliste, c'est d'avoir réussi à s'adapter, à se transformer et à survivre à plein de crises. Et donc, il peut survivre, voilà, faut surtout pas attendre que les choses explosent et qu'il y a un grand soir. Ce qu'il faut, c'est pour ça que la CGT, elle porte une série de droits concrets que nous voulons gagner pour organiser cette bataille-là, la sécurité sociale professionnelle, de nouveaux droits démocratiques pour les salariés dans les entreprises, une bataille pour la relocalisation industrielle et contre le libre-échange, en lien avec l'augmentation de l'aide au développement pour les pays en développement. C'est aussi la justice au plan mondial, une vraie planification et une régulation environnementale, une réduction du temps de travail. Voilà, c'est ces chantiers-là très concrets qu'il faut ouvrir immédiatement et continuer. D'ailleurs, la CGT les a déjà ouverts depuis longtemps, mais continuer à mener pour répondre aux défis environnementaux et sociaux. Merci beaucoup les camarades, merci beaucoup pour cette conversation qui dresse vraiment les enjeux droit dans les yeux, mais qui aussi donne de l'espoir et des perspectives. Je suis persuadé que les camarades s'outilleront sur ces questions-là et que cette vidéo participera largement à ça. On la mettra bien sûr à disposition, on mettra aussi à disposition la vidéo qui a été faite localement là, sur la théorie marxiste de la valeur, abondée des questions écologiques. Je pense que tout ça, ce sont des outils pour que les travailleurs et travailleuses prennent largement leur place pour ce combat qui est essentiel, comme vous l'avez dit. Merci. Merci à vous.